Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis content de te retrouver aujourd'hui. Là, ça fait 2 jours, j'ai pas pu enregistrer, j'étais un petit peu malade. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux et je vais continuer à répondre aux questions. Là, j'ai reçu plein de questions super intéressantes. Je vais essayer d'y répondre d'une manière aussi intéressante. Et la première question, c'est une question de Delphine qui me dit comment gérer le rythme d'un créateur de contenu, entre parenthèses, travailler à la maison, lorsque tu es en couple. Et je pense que c'est une très bonne question parce que on n'en parle pas souvent et ça change tout quand on est indépendant, quand on travaille à la maison, de pas être tout seul à la maison. Et le couple a cette faculté incroyable d'absorber ton temps libre. Ça veut dire que quand tu es célibataire, quand tu as du temps libre, c'est du temps qui t'appartient. C'est du temps que tu peux utiliser pour faire ce que tu veux. Tu peux travailler, tu peux sortir, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Quand tu es en couple, ton temps libre, sans même que quelqu'un l'ait décidé, il se retrouve absorbé par le couple. Ce qui veut dire que tout le temps que tu considères comme n'étant pas du temps de travail est du temps qui va être rapidement absorbé par le couple. Et cette chose-là, ça pose 2 problèmes. Le premier problème, c'est la frontière entre ton temps de travail et ton temps de vie personnelle. C'est-à-dire que quand tu travailles à la maison, quand tu es indépendant, souvent cette frontière, elle est floue, c'est compliqué de savoir. Parce qu'au final, tu travailles pas forcément tout le temps. Tu travailles quand tu as envie de travailler, tu travailles quand tu es dans le bon mood. Et donc tous les moments finalement où t'as plus trop envie de travailler, au lieu de, au lieu de te reposer 5 minutes puis de revenir, ce moment-là va être considéré comme du temps libre et donc va être absorbé par le couple et ça va être, je pense, beaucoup plus difficile de travailler. Et ça pour moi, ça crée 2 problèmes. Le premier problème, c'est les interruptions et le deuxième problème, c'est l'intimité. Alors les interruptions, je pense que c'est un gros problème quand on fait un travail intellectuel, un travail... Alors tu vois, si tu remplis des tableaux Excel simplement en faisant un truc répétitif, ça va pas être un gros problème d'être interrompu. Mais si par exemple tu es en train de faire le plan pour une vidéo, pour une formation, que tu es en train de réfléchir à un gros projet ou tu es en train de chercher des idées, tu vas avoir besoin de calme dans ton esprit, tu vas avoir besoin de calme dans ton environnement. Et si tu commences à être interrompu toutes les 5 minutes, alors ça arrive même quand on travaille pas chez soi, ça arrive au bureau, on peut être interrompu par un collègue, par un supérieur, on peut être interrompu par une notification, c'est pour ça que moi j'ai coupé toutes les notifications, parce que c'est une horreur ce machin-là. Il y a des études qui ont montré que quand on était interrompu au travail, il fallait en moyenne, je crois, 10 minutes pour se remettre pleinement dans la tâche, même plus, je crois, je sais plus exactement combien de temps, peut-être 20 minutes ou 30 minutes, pour se remettre aussi à fond dans la tâche dans laquelle on était avant. Et le problème, c'est que si tu bosses à la maison, et c'est toujours une question de perception, c'est que si tu bosses à la maison, l'autre personne dans ton couple va parfois avoir l'impression que tu fous pas grand chose, ou que tu es disponible, tu vois, simplement parce que tu es là et parce que t'es pas toujours à fond, les yeux rivés sur ton ordi. Surtout si tu es créateur de contenu, où beaucoup de ton travail, ça va être de lire, tu vois, de t'inspirer de nouvelles choses, de chercher des idées, de réfléchir. Tu vois, tu vas pas être toujours en train de taper des trucs sur ton ordinateur. Et donc l'autre personne du couple peut avoir l'impression justement que c'est du temps libre et peut essayer de te voler un peu ce temps libre sans forcément le faire exprès, en t'interrompant, en te demandant des choses, en voulant faire des choses avec toi, etc. etc. Et l'autre problème pour moi, c'est l'intimité. C'est que y a pas mal de travaux qui demandent... Alors, il y a des gens qui arrivent très bien à travailler en groupe, qui arrivent même mieux à travailler en groupe. Moi, c'est pas mon cas, tu vois. Moi, j'ai besoin d'être seul pour bien travailler. J'ai besoin d'être seul pour enregistrer un podcast ou une vidéo parce que il faut que je sois, tu vois, il faut que je sois moi-même, il faut que je sois naturel, il faut que je sois détendu. Et je serai toujours plus naturel et plus détendu si je suis tout seul que s'il y a quelqu'un qui m'écoute dans le fond de la pièce, tu vois. Donc pour moi, ça a été une difficulté à gérer cette année-là. Ça veut dire que c'est aussi pour ça que je fais un petit peu moins de podcasts. C'est aussi pour ça d'ailleurs que je suis passé au format podcast, parce que le format podcast est beaucoup moins contraignant que le format vidéo. Et puis c'est pour ça aussi que je fais pas mal de podcasts dans la rue en me baladant, justement. C'est pour récupérer cette intimité-là, parce que dans la rue, personne m'écoute, je peux être tranquille en train de parler de ce que je veux. Et donc ouais, ça c'est des problèmes à gérer. Et en fait, pour moi, le principal problème de l'indépendance, c'est ça, c'est que quand t'es salarié, t'as toujours quelqu'un qui te dit ce que tu dois faire et il te donne une licence, si tu veux. C'est-à-dire que ton boss qui te dit tu dois travailler sur tel truc de telle heure à telle heure, t'as pas de questions à te poser. C'est-à-dire que tu dois le faire, c'est lui qui te l'a dit, tu le fais, c'est tout. Ça te donne une licence pour le faire, une excuse. C'est-à-dire que si on veut t'interrompre ou si on te demande quelque chose, tu peux dire non, je ne peux pas parce que je dois faire ça pour demain. C'est comme ça, quand on est étudiant, c'est pareil, je dois rendre ça pour demain. Donc c'est la priorité absolue. Et c'est toujours le problème la différence entre l'important et l'urgent, c'est que l'urgent prend toujours le pas sur l'important. Sauf que toi, si t'es indépendant, si t'es créateur de contenu ou si t'es entrepreneur, des choses urgentes, tu vas en avoir moins. Pourquoi tu vas en avoir moins ? Parce que t'auras personne qui va exiger que tu fasses quelque chose pour une date précise. C'est-à-dire que si ta formation, tu la sors pas demain, mais après-demain, personne va te punir, tu vois. Tu vas pas avoir de problème avec ta hiérarchie. Donc, t'as moins d'urgent, mais ça veut pas dire que t'as moins d'important. C'est-à-dire que ta formation, il faut bien que tu la sortes. Ton podcast, il faut bien que tu le sortes. Ta vidéo, il faut bien que tu la sortes. C'est important parce que c'est ce qui va définir le futur de ton business, c'est ce qui va définir ta progression, ce qui va définir tout un tas de choses. Donc évidemment, c'est extrêmement important. Le problème, c'est que pour
quelqu'un de normal, ça veut rien dire, parce que pour quelqu'un de normal, l'urgent prend le pas sur l'important. C'est-à-dire que, voilà, je sais pas, t'es en couple, par exemple, la personne avec toi dans le couple, elle est salariée, tu vois. Il y a un soir où toi, t'as besoin de l'appart pour faire une vidéo, tu vois, et lui, il a besoin de l'appart pour finir son projet, tu vois, pour le lendemain. Vos arguments, ils vont vite, tu vois, tu vas vite faiblir dans les arguments, parce que toi, c'est moi j'ai besoin de le faire pour demain parce que j'aimerais que ce soit fait pour demain, et lui, ses arguments, c'est moi j'ai besoin de le faire pour demain parce que si je fais pas demain, je vais me faire niquer, quoi. Donc, dans ces cas-là, ce sera toujours à toi de t'adapter, et pour moi, c'est un des problèmes aussi d'être indépendant, et un des problèmes de vivre en couple quand t'es indépendant, ou de vivre à deux dans le même appart. Donc, c'est pas un problème que j'ai vraiment réussi à résoudre, juste c'est un problème que j'ai relevé en le vivant, parce qu'avant, j'y avais pas forcément pensé, et donc, souvent, c'est à toi de t'adapter à l'emploi du temps de l'autre, à ce que fait l'autre. Et à mon avis, le mieux c'est de mettre des règles. C'est-à-dire que si tu as besoin d'avoir des moments où tu peux pas être interrompu, le mieux c'est de mettre des règles, c'est de l'expliquer à ton partenaire et de lui expliquer, voilà, moi j'ai des moments de telle heure à telle heure, par exemple le samedi, où je peux pas être interrompu parce que je travaille sur un projet important. Et sous aucun prétexte tu peux m'interrompre à ce moment-là. C'est à toi de fixer tes règles. Et tes règles, elles sont simples. C'est que si tu les respectes pas, mais juste moi je pourrais pas travailler, je pourrais plus travailler parce que j'ai besoin de ce cadre pour pouvoir travailler. Donc ça pourra pas fonctionner. Donc à mon avis, c'est important de mettre des règles dès le début. Moi, j'ai pas forcément vu arriver, c'est important de le faire. Et comme ça, ce sera pas plus toujours à toi de t'adapter. Ensuite, j'ai une question de Christophe qui me dit: Salut Antoine, voici ma question. L'expatriation L'expatriation vers un pays pour digital nomade est-il le meilleur accélérateur pour son business ou même le débuter sur les meilleures bases possibles? Excellent ton podcast avec Jean Rivière qui m'a inspiré cette question. Je vois l'expatriation comme le moyen de se réinventer une vie sur le plan pro et perso. Merci pour ton éclairage et bravo pour ce que tu fais, Christophe. Alors, je suis d'accord avec toi sur le fait que l'expatriation est probablement un des meilleurs moyens de recommencer sa vie, de repartir sur un nouveau départ. Du fait que c'est très difficile de créer quelque chose de nouveau quand ton environnement, lui, ne change pas. C'est-à-dire que si tu dois lancer un business ou si tu dois, je sais pas, vraiment, tu as envie de changer de vie, mais tu restes au même endroit, avec les mêmes amis, avec le même entourage, dans le même appart, dans la même ville, ça va être très compliqué de changer toi-même parce que le reste autour de toi ne change pas. Maintenant, si tu changes radicalement d'environnement, donc si tu pars par exemple à l'autre bout du monde, tu changes radicalement d'environnement, t'arrives, je sais pas, dans un truc de digital nomade, je sais pas, t'arrives à Chiang Mai par exemple, ou ici à Ho Chi Minh, tu vois, là où je suis en ce moment, c'est un gros vivier à digital nomade, t'arrives ici, tu te retrouves dans un environnement qui a strictement rien à voir avec l'environnement dans lequel t'étais avant, avec des gens qui changent totalement aussi, tu te retrouves aussi entouré de pas mal de gens qui ont fait comme toi, donc qui avaient les mêmes rêves, qui ont souvent le même état d'esprit. Tu te retrouves aussi parfois un petit peu isolé, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, ça peut t'aider, ça peut te laisser plus de temps pour réfléchir. Souvent, comme je te disais juste avant, le temps libre il va être absorbé par notre environnement, par les gens qui sont autour de nous. Le fait de plus avoir personne autour de toi pendant un petit moment, ça peut te permettre de te forcer à réfléchir, de te forcer à trouver des idées, de te forcer à bosser. Et ça peut être une bonne chose. Donc je pense que le fait de partir loin et d'avoir ce changement radical d'environnement, ça peut t'aider déjà à avoir de nombreuses nouvelles idées. Alors moi je sais que c'est quand je voyage que j'ai le plus d'idées. À chaque fois, quasiment tous les grands changements dans ma vie sont venus avec un voyage. C'est vraiment systématique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je prends une grande décision, à chaque fois que je crée quelque chose de nouveau, ou à chaque fois que je démarre un peu une nouvelle vie, ça débute toujours avec un voyage, parce que le voyage me permet de créer une sorte d'interruption, tu vois, dans mon environnement, de stimuler les idées, d'avoir des déclics. C'est quelque chose qui marche extrêmement bien. Donc peut-être que si justement aujourd'hui t'as envie, ouais, je suis d'accord avec toi, si aujourd'hui t'as envie de débuter un truc et que tu te sens un peu coincé là où t'es, essaye le truc, pars à l'autre bout du monde, tente le coup, fais un voyage, t'es pas obligé de t'installer, tu vois, tu peux voyager. Alors moi, mon premier voyage, j'ai voyagé pendant 5 mois, j'ai fait des vidéos tous les jours, j'étais à fond, tu vois, pendant ce temps-là. J'étais justement à fond parce que comme je me posais jamais, je m'installais jamais à un même endroit, j'avais toujours de nouvelles idées, j'avais toujours un nouvel environnement. À chaque fois que je rencontrais des gens, je me retrouvais toujours seul 2 jours plus tard, donc ça me permettait de me focus, de me concentrer sur ce qui était important. Et pour moi, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Et c'est pour ça que régulièrement, alors maintenant j'ai une base à Paris, j'habite à Paris, mais et d'ailleurs c'est pas mal aussi parce qu'à Paris il y a quand même pas mal d'entrepreneurs ou de gens qui bossent sur le web, mais dès que je peux, régulièrement je me fais un long voyage le plus loin possible, le plus exotique possible, et c'est quelque chose que je fais pas seulement pour le plaisir, c'est quelque chose qui est extrêmement utile aussi au niveau boulot, au niveau des idées, au niveau des changements que tu veux voir dans ta vie. Alors ensuite j'ai une question de Delphine qui dit: as-tu de la jalousie dans ton entourage, entre parenthèses ta famille, tes amis, par rapport au business et au style de vie que tu t'es créé? Si oui, comment le gères-tu? Merci. Alors ça aussi c'est une bonne question, c'est pas une question facile parce que la jalousie elle peut prendre des formes insoupçonnables.
C'est-à-dire que tu vas rarement avoir des gens qui vont venir te voir et qui vont dire ouah, je suis jaloux de ce que tu fais, je t'aime pas. Non, ça se passe pas comme ça, on le sait très bien. La jalousie, souvent, ça peut venir de tes meilleurs amis ou de ton entourage le plus proche. C'est assez sournois parce que tu vas pas le voir arriver, tu vas pas comprendre. Les gens peuvent te rejeter, les gens peuvent te faire des leçons de morale, les gens peuvent s'éloigner, ou les gens peuvent, tu vois, tu vas pas comprendre forcément pourquoi les gens font ça, et donc tu peux supposer que c'est la jalousie, mais c'est pas forcément le cas, t'en sais rien, tu sais jamais vraiment qu'est-ce qui est la jalousie, qu'est-ce qui ne l'est pas, tu vois, c'est comme quand t'as des haters sur internet, bon bah il y en a, c'est probablement la jalousie, et tu le vois, ou pas toujours, et il y en a, bah c'est juste c'est juste qu'ils sont, enfin je sais pas. Bref, moi j'en ai ressenti un petit peu dans mon entourage, pas beaucoup, encore une fois c'est difficile à ressentir. Et je pense que le problème souvent c'est avec les amis, c'est qu'on a tendance à se comparer avec les amis, surtout les amis avec qui t'étais à l'école, tu vois, ou avec qui t'as fait les formations, avec qui t'as fait ta formation, tu vois, parce que t'as grandi avec eux, et donc forcément on a besoin de se comparer, surtout quand on est ado, surtout quand on grandit, on se compare souvent à ses amis, et donc quand on voit que ses amis ont une vie qui va plus vite que la nôtre, ou atteignent plus vite des objectifs que nous on voudra atteindre, bah on peut ressentir un peu de jalousie. Donc moi, mon état d'esprit, ça a vraiment été d'essayer de plus être dans ce système de comparaison avec mes amis, de pas trop parler de ce que je fais, tu vois. Après, ce que je fais, c'est pas un rêve pour tout le monde, c'est ça aussi qui est bien, c'est que moi quand j'en parle, surtout à des amis, je parle pas que des points positifs, je parle aussi beaucoup des points négatifs. Je parle de ce dont on a parlé là, du fait que quand t'es indépendant, c'est toujours à toi de t'adapter aux autres, que les gens considèrent pas ce que tu fais comme un vrai métier, le fait que tu te sens souvent seul, parce que tu peux pas vraiment parler de ce que tu fais à d'autres gens. Tu vois, un exemple tout simple, quand tu fais une semaine vraiment où tu cartonnes, où t'as fait tes meilleures ventes de l'année et tout, où t'es vraiment fier de toi, parce que c'est pas seulement que t'as fait de l'argent, c'est surtout que t'as eu un bon score, tu vois. L'argent que tu gagnes, c'est un score de ce que tu fais, c'est comme un jeu, et donc ça veut dire que t'as réussi ton jeu, tu vois, t'as gagné le jeu. Donc t'as envie de le célébrer, c'est normal, c'est naturel, t'as envie d'en parler exactement comme dans une start-up. Si on atteint un cap en termes de chiffre d'affaires, si on atteint un cap en termes d'utilisateurs, on le célèbre dans la start-up, et tout le monde le célèbre dans la start-up parce que tout le monde a ce même intérêt. Mais quand t'es indépendant, t'es tout seul, donc c'est compliqué de le célébrer avec quelqu'un. Parce que si tu le célèbres avec quelqu'un qui lui a pas eu ses résultats, forcément ça va créer de la jalousie. Ou si tu le célèbres avec un autre créateur de contenu qui lui galère, forcément il va pas ressentir la même joie que toi. Et donc dans ces cas-là, tu vas te sentir seul. Tout ça fait partie de tous les problèmes, tu vois, toutes les difficultés qui viennent avec. Le principe de responsabilité, d'incertitude, quand tu fais ce boulot-là, t'as pas un CDI. Si tu perds, alors maintenant je crois qu'on a le chômage avec Macron, je suis pas sûr de ça. Mais à la base, quand t'étais auto-entrepreneur, en tout cas pour moi, moi j'ai jamais vu qu'il y avait moyen de le faire, il y avait peut-être moyen, mais je sais pas. Quand tu étais auto-entrepreneur, si tu gagnais plus d'argent, tu touchais pas le chômage, tu vois, c'était pas si simple. Donc t'as toute cette incertitude aussi qui vient avec, qu'ont pas les salariés, et moi quand je parle de mon boulot, surtout à des amis ou surtout à des gens qui connaissent pas, je sais que j'ai aucun intérêt à leur vendre le truc. Donc ce que je fais, c'est souvent que je parle d'abord de ce qui va pas, je parle aussi de ce qui va pas, je dis voilà, bon c'est pas facile tous les jours, ok on a l'impression un peu à l'extérieur que je branle pas grand chose et que j'ai des bons résultats, mais en vrai il y a des difficultés, puis il y a beaucoup de taxes, et puis il y a tout un tas de problèmes, et puis il y a la solitude, et puis il y a tout ça, tous les problèmes qu'il y a dans la vie, et finalement quand tu parles de tes problèmes, ça crée toujours de la proximité avec les gens, parce que tu te montres vulnérable, et les gens voient très bien que finalement quoi que tu fasses, même si tu atteins des trucs qui paraissent être un rêve sur la dernière photo Instagram, en vrai ils voient bien que c'est un peu, tu vois, t'es comme eux finalement, t'as les mêmes galères. Et parler de ces problèmes, il s'agit pas seulement d'être en mode, tu vois, être en mode le mec qui se plaint toute la journée, c'est pas ça que je dis. Mais parler un peu de ces problèmes, ça aide aussi à montrer aux gens que t'es comme eux, à montrer, parce que tout le monde a des problèmes, ça n'existe pas les gens pour qui tout va bien. Donc quand tu parles de tes problèmes, finalement tu te montres vulnérable et tu dis aux gens, voilà, toi t'as des problèmes, c'est des vrais problèmes, moi j'ai aussi des problèmes, c'est des problèmes qui viennent avec les avantages que j'ai dans mon boulot. Donc finalement on a tous des problèmes, et c'est autour de ça aussi qu'on peut se retrouver, et c'est à ça que ça sert aussi les amis, c'est à se rassurer quand ça va pas trop, c'est à aller mieux. Et moi je trouve qu'aujourd'hui, finalement, même si au début ça n'a pas forcément été simple, aujourd'hui j'ai une meilleure relation avec mes amis qu'avant, que quand j'étais en école de commerce, tu vois, clairement. Parce que c'est surtout moi qui ai changé, en fait. C'est pas, tu vois, j'ai pas exigé de leur part qu'ils changent, c'est juste moi qui ai changé, c'est juste que moi aussi j'ai compris que, voilà, l'amitié c'était pas que se comparer, il fallait laisser partir un peu la jalousie, et juste se soutenir, voilà, discuter, avoir de l'empathie, c'est des choses que moi j'avais un peu de mal parfois à avoir avant, et puis aujourd'hui, j'ai progressé là-dessus, donc je pense que c'est aussi notre responsabilité. Évidemment, si tu passes ton temps à étaler comme ta vie est géniale auprès de tous tes potes, faut pas s'étonner que ça crée de la jalousie.
si derrière t'es honnête, t'es sincère et tu leur dis aussi ce qui va pas, tu vas voir que ça va aller mieux, j'ai l'impression en tout cas. Après évidemment il y a des gens il y a des gens tu peux rien faire, hein, ils sont jaloux, ils t'aiment pas, moi c'est pas grave, tu les élimines de ta vie et puis tu trouves d'autres potes qui sont plus cool quoi. Ensuite j'ai une question de Joseph, mais je pense que le plus gros du changement il vient pas de tes amis, il vient de toi, tu vois, c'est toi qui peux le faire, c'est nous qui avons les cartes en main, notre attitude par rapport aux autres. Ensuite j'ai une question de Joseph qui dit: tu vantes souvent les avantages d'être un spécialiste et je te rejoins là-dessus. Cependant, je suis plutôt de nature électrique et touche à tout. Je suis passionné pendant quelques mois, au mieux quelques années, à propos d'une thématique, puis je passe à une autre totalement différente la plupart du temps. Comment prospérer dans la création de contenu sans spécialité durable ou comment en créer une tout en étant généraliste? Alors, je sais que moi souvent je suis là en train de dire il faut être spécialiste, c'est mieux, c'est plus facile pour démarrer. Le problème souvent c'est que quand je dis ça, les gens se disent merde, ça va être chiant, tu vois. Parce que la spécialité ça paraît toujours chiant être dans une spécialité. Tu vois, on imagine le mec qui collectionne les bouchons en liège, tu vois, ou tu vois, le gros geek d'un truc et forcément ça fait pas forcément envie. Moi ce que je voudrais te montrer c'est que c'est pas le cas en fait. Être dans une spécialité ou creuser le fond d'un sujet c'est souvent beaucoup plus intéressant que de rester à la surface de plein de sujets. Il s'agit juste d'avoir une démarche différente, c'est-à-dire que tu restes dans l'exploration, il ne s'agit pas d'arrêter d'explorer au bout de 2 semaines parce que tu as fait le tour de ton sujet. Tu restes dans l'exploration et tu peux toujours creuser plus longtemps. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans une démarche horizontale où tu vas creuser un tout petit peu plein de sujets différents, tu vas être dans une démarche verticale où tu vas creuser à fond une seule thématique ou un seul groupe de sujets. Et moi je trouve ça beaucoup plus intéressant de parler avec quelqu'un qui est spécialisé, qui est à fond dans un sujet, qu'avec quelqu'un qui a une culture générale moyenne sur plein de trucs, mais finalement où tu vas jamais aller dans le fond. C'est une question de fond, tu vois. Genre moi je vais donner un exemple, moi par exemple, moi j'ai commencé pareil tu vois en m'intéressant à plein de trucs, puis j'ai commencé à parler de création de contenu et quand je commençais à parler de création de contenu, je restais sur des thématiques ou sur des conseils qui étaient très superficiels, c'est-à-dire que je parlais voilà de petites techniques pour gagner un petit peu de trafic à droite à gauche, voilà de petites méthodes qui peuvent marcher tu vois, mais qui marchent pas forcément très longtemps et qui vont pas te permettre de créer un business durable. Mais j'ai commencé en parlant de ça parce que c'était le seul truc que je voyais au début et quand on débute dans un sujet on voit que la surface et c'est normal. Et plus tu creuses, plus tu te rapproches de la vérité, plus tu te rapproches du fond, plus tu commences à comprendre que tu as eu tort pendant des années et qu'en fait la vérité elle est beaucoup plus simple que ça. Okay, et tu vois, et moi en creusant dans cette thématique-là, je me suis rendu compte qu'en vrai, c'était pas les petites techniques, c'était pas les petits hacks, tu vois, c'était pas les hacks de trafic qui faisaient un succès dans ce domaine-là et qui faisaient que tu pouvais créer un business sur le long terme. C'était une question de mindset, c'était la relation que tu pouvais créer avec les gens, c'était le fait de simplifier ton process, c'était tout ce dont je parle aujourd'hui, qui sont des choses dont j'aurais jamais pu parler au début, parce qu'au début je voyais que la partie émergée de l'iceberg. Il a fallu que je creuse, que je plonge tout en bas pour me rendre compte de finalement de la vérité, du cœur du sujet. Et moi je trouve ça passionnant en fait d'explorer dans ce sens-là. Au lieu d'explorer plein de trucs différents mais de jamais aller au fond pour jamais vraiment comprendre ce qu'il y a derrière, tu peux explorer de manière verticale, donc creuser, jusqu'à comprendre les racines de ce dont tu parles. Et ce qui est génial, c'est que quand tu auras atteint les racines de ce dont tu parles, tu pourras peut-être changer de sujet, tu pourras peut-être bifurquer un petit peu, mais surtout tu pourras faire des liens entre les deux. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui tu t'intéresses à plein de sujets différents, mais ces sujets-là, t'as pas encore vu de lien, t'as l'impression que c'est des sujets qui n'ont rien à voir. Et le fait de choisir un sujet et de le creuser jusqu'au bout, d'aller jusqu'aux racines de ce sujet-là, peut-être que tu vas te rendre compte en le faisant qu'en fait tu peux faire des liens avec d'autres choses qui t'intéressaient. Mais ça t'aurais pas pu le voir. T'aurais pas pu le voir si t'avais commencé en t'intéressant à plein de sujets différents mais sans jamais creuser. Et je pense que creuser ça permet de donner de la cohérence, ça permet de donner du sens à ce qu'on fait. Et moi ça m'a apporté énormément. Exactement comme dans une relation, comme des relations amoureuses, tu vois, on peut choisir, alors je suis pas partisan d'une méthode ou d'une autre, chacun a quelque chose qui correspond mieux à sa personnalité, mais on peut choisir d'avoir plein de petites relations avec plein de gens différents dans sa vie, ou on peut choisir de se mettre dans une relation et de la faire durer et de creuser ce que c'est qu'une vraie relation durable et profonde, une relation solide, tu vois. Et y a pas un truc qui est chiant et un truc qui est intéressant. Je suis sûr que les gens qui toute leur vie ont alterné plein de relations différentes envient un petit peu les gens qui ont une relation durable, et peut-être qu'inversement les gens qui ont une relation durable envient les gens qui ont eu plein de relations, parce que finalement les deux sont intéressants, les deux sont une forme d'exploration, il n'y a pas un qui est chiant, un qui est intéressant.
Les deux sont une forme d'exploration. Maintenant, évidemment, il y a des explorations qui correspondront plus à ta personnalité que d'autres. Tu peux aussi faire les deux. Tu peux commencer. Alors, on a tous fait un peu comme ça. On a commencé souvent à s'intéresser à plein de trucs. Puis au bout d'un moment, on a compris qu'il y avait un truc qui nous intéressait plus que les autres. Et on a commencé à creuser là-dedans. Exactement comme dans la vie. Souvent, on commence par avoir plein de relations différentes. Puis un jour, on se rend compte que ça matche particulièrement bien avec une personne. Et on décide de creuser un peu et de faire une relation durable. Et parfois de se marier, de faire des enfants, etc. Donc je pense que, ouais, ce que j'ai envie de te dire, c'est, je connais pas, tu vois, connais pas ta thématique, je connais pas ta personnalité, mais lance-toi et on verra bien. Là, je pense que t'es au stade où tu te poses trop de questions, tu vois, et ce stade-là, c'est normal, c'est naturel, mais lance-toi et on verra bien. Lance-toi dans une thématique, essaie de creuser. Bon, si au bout de 2 mois, vraiment, tu te rends compte que ça marche pas, que ça t'intéresse plus et tout, tu changes, puis au bout d'un moment, forcément, t'auras envie de te poser. Exactement comme un digital nomade qui change de pays, tu vois, les gens qui voyagent tout le temps, souvent, il y a un moment dans leur vie où ils ont envie de se poser. Et ce moment-là, ils choisissent un des endroits qu'ils ont préférés, tu vois, un des trucs qui leur plaît le plus, et décident de se poser, et parfois, ils y restent des années et des années. Et ça peut être pareil pour ta thématique, tu peux tester plein de thématiques, puis au bout d'un moment, tu auras envie de te poser et tu auras trouvé la bonne, tu vois. Ça veut pas dire que tu pourras plus jamais changer, rien n'est définitif. Ça veut juste dire que tu vas pouvoir creuser un petit peu et t'intéresser au fond de cette thématique-là. Donc lance-toi et on verra bien, j'espère que j'ai bien pu répondre à ta question. Ensuite, j'ai une question de Jérôme. Salut Antoine, penses-tu que les youtubeurs considèrent les personnes qui les suivent vraiment ? Je parle de la relation souvent artificielle et impersonnelle entre certains youtubeurs et leur public. La frustration qu'aurait un fan à vouloir partager et échanger plein de choses avec lui ou elle, par exemple. En sachant qu'il ne pourra pas, étant donné sa popularité et son accessibilité, que le public reçoit les infos des youtubeurs que dans son sens, mais aucun retour. Alors je suis content, j'ai vraiment plein de questions intéressantes. Alors, je vais te donner mon avis là-dessus, qui est un avis personnel, comme d'habitude. Moi, ça m'a toujours un petit peu énervé, les youtubeurs qui disent j'aime mes abonnés, je vous aime, vous êtes merveilleux et tout. Pour moi, c'est de l'hypocrisie, c'est exactement comme un politicien qui dit j'aime les Français, ou qui parle, alors ça c'est grand truc, ça c'est les politiciens qui parlent à la place des Français. Les Français en ont marre de ça, les Français veulent ça, mais qu'est-ce que t'en sais, putain, les Français, t'as le punk à chien et t'as Jacqueline dans le 16e, tu vois, enfin je veux dire, ces gens-là n'ont strictement rien à voir, les Français c'est plein de gens différents. Je pense que dans ton audience c'est pareil, t'as des gens qui sont radicalement différents, et c'est juste un mensonge de dire que tu les aimes tous, surtout que tu les connais pas. Donc je pense qu'il faut pas non plus en vouloir aux créateurs, parce que c'est quelque chose qui est difficile à se rendre compte quand on le vit pas. C'est-à-dire que quand t'es une star, tu vois, ou quand t'es une mini-star comme un youtubeur, ou quand t'es une mini-star comme quand t'es un petit maker qui a une petite audience comme moi et qui vit avec, tu te retrouves face à quelque chose qui est complexe, c'est que toi, tu te livres beaucoup, donc tu dis beaucoup de choses sur toi et sur ce que tu penses, et en face, t'as des gens donc du coup qui en savent beaucoup sur toi, mais toi tu sais rien sur eux, parce qu'ils sont nombreux, parce qu'évidemment tu peux pas t'intéresser à tous ces gens-là. Donc le jour où tu rencontres ces gens-là, c'est compliqué, ça fait une relation qui est bizarre, qui est pas naturelle, parce que eux te connaissent très bien, toi tu les connais très mal. Donc pour moi la solution que j'ai trouvée à ça, parce que forcément on se retrouve à un moment face, tu vois, on se sent pas très bien vis-à-vis de ça. Donc moi la solution que j'ai trouvée à ça, la première solution, c'est de rencontrer mon audience un maximum en petits groupes. Et ça c'est important, c'est que tu vois, si tu vas faire une conférence devant ton audience, c'est pas vraiment rencontrer son audience, ça revient au même que faire une vidéo YouTube, tu vas voir leur tête mais ça ira pas plus loin. Mais si tu fais par exemple, alors moi j'ai fait des dîners abonnés pendant un moment, je proposais à 5 personnes qui me suivaient sur Facebook de se retrouver à Paris dans un dîner, on discutait vraiment, tu vois. L'avantage de faire ça, c'est que ça me permettait de vraiment connaître les gens. Alors évidemment, je connaissais pas tout le monde, mais je connaissais une partie des gens qui étaient en face de moi. Et puis, moi ça m'a fait beaucoup de bien de le faire, parce que je me suis rendu compte que je partageais beaucoup de choses avec mon audience, on avait aussi bien sûr des points de différenciation, mais on avait souvent des valeurs qui se croisaient, et puis ça me permettait vraiment de rencontrer des gens qui étaient intéressants. Je me suis dit, putain, les gens qui me suivent, c'est pas des kékés, quoi, c'est vraiment des gens qui ont des trucs intéressants à raconter, qui font des trucs intéressants dans leur vie, et ça fait vraiment plaisir. Et c'est un truc que c'est impossible de le savoir quand tu l'as pas fait, c'est impossible de le savoir quand t'as pas discuté avec des gens qui te suivent, c'est strictement impossible. Donc je pense que pour moi ça a été une partie de la solution. Une autre partie de la solution, c'est de s'intéresser aux besoins de son audience. Et ça, ce qui est bien, c'est que c'est quelque chose que tu es obligé de faire quand tu veux vendre des formations, comme c'est mon cas, comme c'est peut-être ton cas si tu suis ma méthodologie. Quand tu vends des formations, tu dois vendre des formations qui répondent au maximum aux besoins d'un maximum de gens dans ton audience. Donc ça va t'obliger à mettre en place des sondages, ça va t'obliger à poser des questions aux gens qui te suivent, ça va t'obliger à analyser ce qui marche le mieux dans ce que tu fais. Et donc avec toutes ces données que tu vas récupérer, tu vas pouvoir aider au maximum ton audience, que ce soit dans tes contenus et dans tes formations, et souvent tu vas pouvoir viser juste. Et comment savoir si tu vises juste ? Avec les statistiques. Si tu vois beaucoup de clics sur un podcast ou sur une vidéo que tu fais, si tu vois beaucoup de ventes sur une formation, ça veut dire que tu as visé juste, ça veut dire que tu réponds vraiment aux problèmes des gens.
Et ça te permet du coup de mieux connaître les gens qui sont en face de toi. Donc moi, j'ai pas du tout envie d'avoir un discours hypocrite en disant que j'aime mon audience ou que mon audience est formidable, parce que pour être honnête, je connais pas vraiment mon audience, je connais pas tout le monde, tu vois, et il y a sûrement des gens très différents dans mon audience et je le respecte. Simplement, j'ai du respect bien sûr pour cette audience-là, j'ai du respect pour les gens qui me suivent et qui me supportent depuis des années, et ce que j'essaie de faire, c'est de rencontrer certaines personnes individuellement, et c'est de m'intéresser à leurs besoins pour pouvoir les aider un maximum. Bien sûr, ça m'arrive d'être à côté de la plaque, bien sûr, ça m'arrive de me planter, de me tromper, mais moi, c'est la solution que j'ai trouvée à ça, et c'est quelque chose qui m'aide pas mal. Bien sûr, après, il y aura toujours cette dichotomie entre, j'ai employé un mot compliqué, cette dichotomie entre, je suis même pas sûr que ça veut dire ça, cette dichotomie entre les créateurs et l'audience, et évidemment un créateur sera jamais au même niveau qu'une audience d'un point de vue de connaissance de l'autre, c'est-à-dire que son audience connaîtra toujours mieux le créateur que le créateur connaîtra son audience, mais ça peut être super sympa. Alors moi je me suis fait des vrais potes, des vrais amis parmi mon audience, des gens que j'ai rencontrés, tu vois, donc ça peut aussi t'arriver. Alors, ensuite j'ai une question de Mathis, on va y répondre rapidement à celle-là. Peux-tu me donner 3 conseils fondamentaux pour créer une formation réussie? Alors, premier conseil, répondre aux vrais besoins des gens. La première erreur, je pense, que font les gens qui veulent faire des formations sur Internet, c'est de faire des formations qu'ils trouvent stylées ou qu'ils ont envie de faire ou qui sonnent bien, tu vois. Ça, c'est pas ça qui va se vendre. Ce qui va se vendre, c'est les formations qui répondent précisément aux vrais besoins des gens. Ça, c'est la première chose, c'est vraiment trouver les vrais besoins. Le deuxième conseil, c'est d'apporter de la vraie valeur. Ça paraît évident, mais souvent, ça va être la même chose. C'est qu'on va, surtout pour nos premières formations, on va créer des formations. On va essayer de faire un truc stylé, on va essayer de faire un truc, tu vois, qui correspond à ce qu'on a déjà vu, qui correspond à ce qu'on a déjà connu, qui pète un peu, alors que le plus important, c'est pas que ta formation soit avec un super joli design, avec un joli logo. Le plus important, c'est que ta formation apporte un maximum de valeur pour répondre aux besoins de ton audience. Et le troisième conseil que je peux donner, c'est toujours analyser les statistiques. C'est-à-dire qu'une fois que tu as sorti ta formation, tu vas toujours... Alors moi, ce que je fais, c'est mes formations, je fais un lancement sur une semaine. Donc ce que je fais, c'est que mon indice finalement pour savoir si une formation marche ou pas, c'est l'indice du chiffre d'affaires sur la première semaine. Donc pas sur les ventes que je fais après ou sur les ventes que je fais quand je fais des promos, seulement sur la première semaine de lancement. Donc à chaque fois que je sors une formation, au bout d'une semaine, je regarde le chiffre d'affaires que j'ai fait avec cette formation, je l'ajoute dans un document et ça fait un document avec toutes mes formations, avec un indice à côté qui correspond au chiffre d'affaires pour chacune des formations. Et je surligne celle qui fonctionne le mieux. Ce qui me donne des statistiques très détaillées sur les formations qui font le plus de ventes, donc qui intéressent le plus les gens, donc parfois qui peuvent le plus les aider. Donc 3 choses. Première chose, toujours chercher les vrais besoins des gens qui te suivent et pas faire juste un truc que tu as envie de faire. Deuxième chose, apporter de la vraie valeur aux gens et pas juste faire un truc stylé. Et quatrième chose, analyser systématiquement les statistiques de vente et de succès de tes formations et de pas juste les oublier et de continuer à avancer à partir de rien. Donc ça, c'est pour répondre à ta question. Ensuite, j'ai une dernière question. Attends, si je la retrouve, ouais. Question de Julie. Comment expliques-tu qu'il n'y ait très peu de femmes dans l'infopreneuriat? PS, je compte bien changer ça en 2018 car c'est dommage et je pense que cela manque au paysage pour diversifier les propositions. Alors, je vais répondre à cette question de manière très cash, j'en parle pas souvent, mais je vais donner mon avis là-dessus. Mon avis rejoint celui de Jean Rivière, donc c'est pas original, mais juste j'ai écouté un de ses derniers podcasts, à un moment il en parlait, et je disais c'est exactement ce que je pense. Je pense que, en effet, tu as raison. Il y a très peu de femmes dans l'entrepreneuriat. C'est dommage, c'est quelque chose qui doit changer. Maintenant, je pense que la meilleure façon de faire du féminisme ou de changer ces choses-là, c'est pas de le dire, c'est de le faire. Je répète, c'est pas de le dire, c'est de le faire. Et le problème de tous les discours qu'on a, et en ce moment c'est extrêmement visible, tous ces discours de dire il n'y a pas assez de femmes dans tel domaine, il n'y a pas assez de femmes politiques, il n'y a pas assez de femmes dans les entreprises, il n'y a pas assez de femmes dans les professions importantes. Il n'y a pas assez de femmes dans tous ces domaines-là. Le problème de dire ça, c'est que tout ce qu'on fait, c'est de pointer la différence entre les hommes et les femmes. C'est de pointer des problèmes. Et moi, je me mets juste à la place d'une petite fille, tu vois. Je me mets à la place d'une petite fille qui a la vie devant elle, qui peut faire ce qu'elle veut, et qui a 2 parents. Elle a son papa, qui lui dit « c'est scandaleux, il n'y a pas assez de femmes dans la société, il n'y a pas assez de femmes présidentes, c'est vraiment un monde de merde ». Il y a son papa qui lui dit ça. Il y a sa maman qui lui dit « regarde, il y a telle femme il y a Angela Merkel qui est présidente de l'Allemagne, il y a telle femme qui est présidente de tel truc, il y a telle femme qui fait ça, il y a telle femme qui est PDG de Yahoo, il y a telle femme qui fait tel job qui a un job de mec normalement. Regarde toutes les possibilités, toutes les opportunités que tu as. »
À ton avis, quel est le discours qui va le plus aider cette petite fille à faire quelque chose d'intéressant de sa vie? Est-ce que c'est le discours de victimisation que porte son père en lui disant c'est complètement injuste, il n'y a pas assez de femmes qui font tel et tel boulot? Ou est-ce que c'est le discours d'espoir qu'a sa mère en lui disant regarde, c'est possible, il y en a d'autres qui le font? Et je pense que c'est un vrai problème d'avoir des discours de victimisation. Alors je dis pas qu'il faut rien faire pour la cause des femmes, je pense que la première chose à faire, et ça c'est indispensable, il faut se battre jusqu'au bout pour ça, c'est que les femmes et les hommes aient exactement les mêmes droits. Et aujourd'hui c'est le cas en France, heureusement. Et je pense que ça, c'est évidemment quelque chose de fondamental. La même chose pour l'orientation sexuelle, la même chose pour le racisme. Ces choses-là doivent être totalement éliminées d'un point de vue de la loi. C'est-à-dire que la loi ne doit pas nourrir le moindre racisme, le moindre discrimination. Et ça, c'est la première chose sur laquelle il faut se battre. Et ça, le combat, il a été fait et c'est très bien. Et la deuxième chose, je pense que c'est de minimiser les différences entre les hommes et les femmes au lieu de les accroître. Et quand tu tiens un discours en disant il y a des discriminations partout, c'est scandaleux, c'est n'importe quoi, quand tu tiens ce discours-là, le problème c'est que tu n'envoies pas un message d'espoir. La petite fille qui va entendre ce discours-là, qu'est-ce qu'elle va se dire dans sa tête? Elle va se dire, si je veux devenir ingénieur, si je veux prendre la tête d'une grande société, si je veux devenir ministre ou présidente, ça va être beaucoup plus difficile pour moi parce que je suis une femme. C'est ça qu'elle va se dire, la fille. Elle va se dire, elle va accroître ces différences dans sa tête. Elle va se dire, il y a des injustices dans la société, je suis victime de cette injustice-là, je peux rien faire. Et c'est un problème. Alors qu'on pourrait lui dire, regarde tout ce qui a changé depuis 20 ans. Regarde le nombre de femmes ministres aujourd'hui qu'il y a. Regarde comme ça a changé. Et le mieux, c'est si on fait pas de quotas. C'est si on dit, regarde toutes les femmes qui sont ministres, et en plus, elles sont devenues ministres, pas parce qu'elles sont des femmes, mais parce qu'elles ont du talent, parce qu'elles sont bien, parce qu'elles ont des compétences. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. C'est pas dire il faut plus de femmes, il faut embaucher des femmes parce que c'est des femmes. C'est la pire manière de faire du féminisme parce que c'est au contraire accroître les différences. C'est comme si tu dis voilà il faut mettre plus de noirs. Enfin t'imagines si on disait ça? Faut mettre plus de noirs dans ma boîte parce que j'en ai pas assez et que c'est pas assez exotique. Enfin t'imagines juste à quel point c'est raciste de dire ça. Et on dit la même chose pour les femmes, faut que j'ai plus de femmes dans ma boîte. C'est nul de faire ça, je trouve. C'est pas ça qu'il faut dire, c'est j'embauche des gens parce qu'ils sont compétents. Alors ok, aujourd'hui il y a peut-être moins de femmes à m'apporter. Pourquoi? Parce qu'on a eu des discours patriarcal et misogyne pendant des dizaines d'années. Mais si aujourd'hui on arrête d'avoir ces discours-là, si aujourd'hui on considère qu'un homme et une femme c'est pareil d'un point de vue des compétences, si on considère qu'un jour j'ai un homme ou une femme dans ma boîte, j'en ai rien à foutre que ce soit un homme ou une femme, l'important c'est son CV. L'important c'est ce qu'elle peut m'apporter. J'ai un homme ou une femme présidente de la République, j'en ai rien à foutre que ce soit un homme ou une femme, l'important c'est quel est son programme, c'est ça qui compte. Tu vois, moi j'aime pas le discours en mode... Hillary Clinton, on lui demande pourquoi vous devriez être présidente, elle répond bah d'abord parce que je suis une femme. Mais non, merde, justement pas parce que t'es une femme, parce que t'as des compétences, je sais pas, mais pas parce que t'es une femme, merde. C'est le pire argument que tu peux sortir si tu veux être féministe, je trouve. Et alors Jean Rivière en avait parlé dans un podcast très bien, et je suis 100% d'accord avec ça. Et je pense qu'il faut arrêter d'en parler maintenant, il faut le faire, c'est tout. T'es une femme, tu veux avoir un poste à haut, arrête de te plaindre, fais-le. Ok, évidemment que ça va être plus dur, je suis pas en train de dire le contraire. Mais la mentalité de victimisation n'apporte jamais aucun résultat, c'est tout, ça apporte pas de résultat de se victimiser. Ce qui apporte des résultats, c'est justement de faire comme si ça n'existait pas. C'est difficile. Évidemment qu'il y en a des discriminations, je suis pas en train de les minimiser, mais de faire comme si ça n'existait pas. C'est comme ça qu'on atteint des résultats. C'est comme ça qu'on fait les trucs. Est-ce que tu crois que je me serais dit... Alors moi je suis pas du tout... tu vois, je suis plutôt privilégié dans la société, donc je suis pas en train de me plaindre. Mais t'imagines si je m'étais dit... Ah ouais non, je peux pas lancer mon business là parce que je suis trop jeune. J'avais 17 ans quand je me suis lancé. T'imagines si je m'étais dit... Non, je suis trop jeune. Il paraît que c'est difficile quand on est jeune. Bah j'attends 10 ans, on verra bien. Parce que je suis une victime. T'imagines si le résultat... Je me serais dit ça, j'aurais jamais rien fait. La question, le truc, c'est que je me suis même pas posé la question, j'ai juste fait parce qu'on s'en fout de l'âge que tu as, on s'en fout de ton sexe, on s'en fout de ton orientation sexuelle, on s'en contrefout de ta couleur de peau. Tout ça, ça n'a aucune importance. Et c'est ça, la vraie fin du racisme, la vraie fin des discriminations, c'est de n'en avoir strictement rien à foutre. Et je pense que la plupart des discours qu'on entend aujourd'hui vont malheureusement contre ça. Voilà, je voulais terminer ce podcast là-dessus, je me suis bien énervé. N'hésite pas à me dire en commentaire si t'es pas d'accord avec moi, ou si t'es d'accord, si ça peut m'intéresser, on peut en débattre, peut-être je me trompe. Mais voilà, c'était mon avis là-dessus, donc en tout cas ce que je peux te dire Julie, c'est arrête de te poser la question, de te dire qu'il n'y a pas assez de femmes dans l'infoprenariat, on s'en contrefout. Fais-le, t'as envie de le faire, c'est génial, fais-le et c'est super cool. Et le fais pas pour apporter de la diversité ou je ne sais quelle connerie, fais-le parce que t'as envie de le faire et parce que tu peux aider les gens. C'est la meilleure chose que tu puisses faire. Allez, salut, on se retrouve très vite pour un prochain podcast.